Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et j'ai un grand plaisir à vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, numéro 212, avec cette période de l'Avent qui peu à peu nous rapproche de Noël. J'espère que vous avez mis vos différentes paires de pompes sous le sapin. Avez-vous fait par la même occasion une liste autour d'accessoires, d'objets, de livres qui parlent et traitent du running ? En tout cas, rejoignez-moi sur la page Instagram du podcast puisque jusqu'à Noël, vous aurez des petits concours, des petits cadeaux à gagner. Abonnez-vous sur ces différents réseaux, mais également sur les plateformes d'écoute où vous pouvez laisser un petit message, un commentaire. Ça me fait plaisir et ça permet encore de découvrir le podcast puisqu'aujourd'hui, de nouveaux auditeurs nous rejoignent chaque semaine et font grandir cette communauté autour de la course à pied et du podcast À côté de mes pompes. Dans l'épisode du jour, nous allons traiter d'une articulation qui a pour moi un rôle quand même fondamental et qui parfois peut nous jouer des tours. J'ai nommé le genou. Et pour cela, j'ai fait appel à un kinésithérapeute et pas des moindres. J'ai eu l'immense plaisir de recevoir Alexandre Germain qui dispose d'une triple casquette. Il est avant tout kinésithérapeute de métier et exerce du côté de Lyon. Il est aussi conférencier et formateur pour la clinique du coureur et depuis 2016, il bichonne, il chouchoute nos champions du monde de l'équipe de France de football puisqu'il a intégré ce staff, lui qui ne cache pas sa passion pour le football. Accompagnant des sportifs professionnels, mais également des sportifs amateurs, Alexandre reviendra sur ce métier qu'il exerce au quotidien et sur les différentes pathologies, puisque c'est le sujet de l'épisode que ce genou peut nous faire rencontrer. Il nous détaillera l'utilité de cette articulation dans la phase de course à pied, comment le préserver, comment le protéger, est-ce que la course à pied est bonne pour notre genou ? En fin d'épisode, Alexandre se livrera à un jeu de questions-réponses autour de ce même genou, questions proposées par vous, chers auditeurs. Alors il est temps pour moi de vous laisser en compagnie d'Alexandre Germain, kiné de l'équipe de France, membre de la clinique du coureur, pour cet épisode sur le genou, ami ou ennemi du coureur à pied. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Alexandre, sois le bienvenu sur le podcast À côté de mes pompes. Alors j'ai l'immense plaisir de recevoir le kiné des champions du monde de football avec une triple casquette, je dirais, à la fois kinésithérapeute, ça c'est ton métier principal, mais également formateur à la clinique du coureur. Et tu interviens depuis 2016 auprès de l'équipe de France de football. Tu es membre de ce staff champion du monde. Sois le bienvenu Alexandre. Merci à toi Sébastien, merci à vous de m'accueillir. Alors avant d'entamer nos débats autour de ce genou qui pose bien souvent des problèmes aux coureurs à pied, je voulais faire un petit point sur ton cursus, ton parcours. Comment tu as choisi cette branche de la kinésithérapie dans tes études et quel était ton lien avec la course à pied ? Être kiné, c'est devenu progressivement de par le fait que j'étais tennisman et footballeur. À un niveau plus que correct, car j'étais tennisman de haut niveau à mon plus jeune âge. Et puis à travers cette expérience, comme tout bon sportif, je me suis blessé et la blessure m'a amené à rencontrer le milieu médical. Et c'est de là que j'ai trouvé ma vocation. D'une part parce que le tennis ne voulait pas de moi, j'avais pas le niveau pour aller plus haut. Et c'est là où je me suis dit je veux être kiné. Et donc du coup j'ai tout mis en œuvre pour pouvoir déjà avoir mon bac qui me permette d'ouvrir des portes pour faire les prépas, parce qu'à l'époque c'était les prépas kiné. Et puis la prépa, l'école, l'admission en école. Et quand je suis rentré à l'école, c'est clair que j'avais un objectif, c'était pas d'être kiné, c'était d'être kiné du sport. Donc autant te dire que le soir en rentrant, bien sûr que je révisais mes cours, mais j'avais toujours un livre proche de moi qui touchait à la traumatologie du sport, car c'était vraiment mon fil conducteur. Donc de là, j'ai pu devenir kiné en 99, à l'école de Berck-sur-Mer. Et c'est grâce au sport de haut niveau que je suis revenu là, et c'est grâce à la kiné que j'ai pu accéder aussi au sport de niveau en tant que kiné du sport. Tu touchais un petit peu le monde du haut niveau
par le biais de ce métier. C'était une porte d'entrée un petit peu différente que le tennis ne t'avait pas ouverte. Exactement. Et voilà. Et les choses étaient claires, c'est qu'une fois diplômé, je m'adresserai à une population de traumatologie et traumatologie axée sportive. Donc j'ai tout fait pour. Et puis de fil en aiguille, j'ai intégré différentes équipes. Et que ça soit dans le football, car ça reste mon sport de prédilection, on va dire, un peu le tennis, et puis aujourd'hui, je reste dans le football parce que c'est le sport que je comprends le mieux, et ça me paraît important quand on œuvre dans le sport, dans le médical, de aussi bien cerner le sport, car ça permet de mieux comprendre les pathologies, puis mieux pouvoir s'en sortir. Donc ça, c'était un point important. Et puis à travers tout ça, pour jouer au football, pour jouer au tennis, il faut courir. Et donc la course à pied, c'est devenu pour moi une activité, mon activité sportive principale, auquel je me suis beaucoup intéressé aussi. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait les formations de la clinique du coureur. Et puis je me suis intéressé de plus en plus pour devenir aujourd'hui enseignant à la clinique du coureur. Et la course, c'est quelque chose que je pratique quasiment au quotidien, car j'estime qu'on peut pas vouloir former des professionnels sans pratiquer cette activité-là. Donc, je fais en sorte de la pratiquer de manière régulière et de bien pouvoir cerner les problématiques de ce sport. Tu accompagnes toi-même des sportifs qui sont en convalescence et qui vont venir frapper à la porte de ton cabinet de kiné pour une sortie footing, une sortie en endurance ? Oui, alors moi j'ai une triple casquette, on va dire aujourd'hui. J'ai une activité libérale que je conserve parce qu'il est important de garder la main, on va dire. Et donc c'est un tiers de mon temps aujourd'hui sur l'année. Et je reçois en grande majorité bien évidemment des footballeurs, mais aussi et surtout beaucoup de coureurs à pied, que ce soit des coureurs à pied du dimanche comme je peux l'être, et à des coureurs qui ont des palmarès plutôt intéressants. Est-ce que l'on traite, Alexandre, les patients de la même façon lorsqu'ils sont sportifs de très haut niveau et des sportifs un petit peu plus amateurs ? Est-ce que ta prise en charge va être différente ? Globalement, oui. Sur le soin en lui-même, oui, c'est la même chose. Je vais utiliser les mêmes techniques pour une même pathologie. Après, les seules choses qui changent, c'est le contexte. Les attentes sont différentes parce que le sportif de haut niveau, lui, c'est son métier. Donc, il y a la volonté de vouloir revenir le plus vite possible. Même si c'est le cas aussi du sportif de dimanche. Mais bon, c'est pas son activité principale. Après, ce qui va aussi changer pas mal la donne, c'est le temps qu'on peut accorder à la personne. C'est-à-dire que en activité libérale, on va le garder 3/4 d'heure, 1 heure, un peu plus s'il le faut. Un professionnel, s'il faut le garder 2 heures, on le garde 2 heures. S'il faut le garder 3 heures, on le garde 3 heures. S'il faut le voir 2 fois dans la journée, on le verra 2 fois dans la journée. Donc c'est ce qui peut faire au final une grosse différence sur les délais de retour sur le terrain ou à la pratique sportive. Donc là, tu reviens de cette campagne de qualification pour l'Euro 2024 avec une brillante campagne pour l'équipe de France. Dans ces cas-là, quand tu es en stage, en rassemblement, est-ce que tu as un groupe d'athlètes qui vont venir spécifiquement avec toi ? Est-ce que tu as vraiment des athlètes que tu vas accompagner avec un suivi ? Tu es dans le staff de l'équipe de France depuis 2016, il me semble. Oui. Est-ce qu'il y a un suivi quasi permanent avec toujours les mêmes footballeurs ? Le suivi, on l'a à travers les clubs, et ça, c'est important de savoir ce qu'ils font avant, puis ce qu'ils vont faire après. Donc, de bien avoir des transmissions qui se font dans un sens comme dans l'autre, ça c'est capital. Après, avoir des joueurs spécifiques, on fait en sorte de ne pas l'avoir, même s'il y a des demandes de certains athlètes qui veulent être plus avec un qu'avec l'autre. Donc, c'est comme ça, on s'adapte. Mais on fait surtout en sorte d'avoir chacun des spécificités qui fait notre force commune, et que quand un athlète a besoin de certains soins spécifiques qui sont à même d'être faits par un collègue qui lui maîtrise mieux la situation, on délègue sans aucun problème. Moi, j'ai toujours pour habitude de dire que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et c'est vraiment ce travail collectif qui porte ses fruits sous réserve de bien utiliser les forces de chacun. Alors, si on poursuit la petite parenthèse footballistique, qu'est-ce que tu as ressenti ? Comment tu as vécu cette campagne en 2018 ? Tu es auréolé du titre de champion du monde en tant que membre du staff de l'équipe de France. Derrière cette Coupe du Monde au Qatar, en tant qu'être humain, comment tu as vécu ? Quelles ont été les émotions par lesquelles tu es passé ? Ben écoute, c'est un rêve, enfin pour moi, c'était un rêve de pouvoir accéder un jour à l'équipe de France,
car être kiné du sport c'est une chose, mais après exercer au plus haut niveau, c'en était une autre, et puis au très 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 haut niveau, c'en était encore une autre. J'ai cette chance aujourd'hui, puis je prends vraiment pleine mesure que je suis vraiment privilégié. Et après, niveau professionnel, ça change rien. Notre travail, on est censé savoir le faire et le maîtriser. Ça change rien. Par contre, il est clair qu'au niveau humain, 2018, ça restera une année qui restera ancrée dans ma vie. On a vécu des choses extraordinaires, des choses qu'on vit peut-être qu'une seule fois dans sa vie, et puis le fait de pouvoir le partager avec sa famille, avec ses enfants, c'est là où on prend pleine mesure de ce qui se passe. Donc non, ça restera un moment extraordinaire, et on le mesure d'autant plus après cette finale perdue l'an passé, que le fait de l'avoir eu une fois, c'est quand même pas mal, parce que perdre une finale, si vous n'avez pas été déjà champion du monde, ça a déjà été très difficile, mais ça l'aurait été encore plus. Donc on apprécie tout ça, les bons moments comme les mauvais, et c'est aussi pour ça que moi personnellement je fais ce métier, pour le côté professionnel, l'exigence du travail à très haut niveau, mais aussi les moments humains, individuels et aussi surtout collectifs. On vit des émotions qui sont extraordinaires. Donc ça c'est top. Dans ton emploi du temps, comment s'organisent justement ces rassemblements propres à l'activité que tu as auprès de l'équipe de France? Là, tu sors complètement de ce cabinet libéral que tu peux avoir pour te consacrer pleinement à cette équipe et aux soins à apporter aux joueurs. C'est défini à l'avance pour te permettre de briller avec ces joueurs en laissant un petit peu tes patients du quotidien sur le côté. Oui, c'est une organisation, hein. J'ai des dates qui sont fixées l'année, que ce soit pour l'équipe de France. J'ai des dates qui sont fixées l'année pour les formations, avec la clinique du coureur ou d'autres organismes. Et ça c'est défini à l'année. Après, c'est à moi de m'organiser avec mes patients pour pouvoir les voir au mieux. Ça m'a permis de changer un peu ma façon d'appréhender mon suivi. Et je me rends compte que on peut arriver à faire du bon, voire du très bon boulot sans avoir un suivi quotidien. Il faut juste arriver à prendre le temps quand on l'a avec eux, et puis bien définir le cadre, bien définir la direction, les ingrédients qu'on va y mettre. Et franchement, je me rends compte que on peut faire du très bon boulot comme ça, même si j'ai quand même le soutien de mes collègues qui sont là pour prendre le relais quand il y a besoin. Quand il y a besoin d'un suivi un peu plus régulier, ils sont là pour m'aider, et je les en remercie d'ailleurs. Et voilà, moi. Après, j'ai beaucoup de comme je te disais, de coureurs, de footeux, de ligaments croisés antérieurs aussi, où ça peut se faire en équipe, hein, ce suivi-là. Donc, ils n'ont pas besoin obligatoirement de ma présence tous les jours. Donc ça s'articule plutôt pas mal. Alors, je suis passé, Alexandre, par ce chemin-là, c'est-à-dire une rupture du ligament croisé. Dans ma rééducation, j'ai été amené à courir un petit peu sur tapis, puis en extérieur. J'ai jamais repris le football, j'ai jamais rechaussé les crampons, mais j'ai poursuivi par la course à pied. Et j'avais cette question, donc je te la pose. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, on ait énormément de joueurs de football qui se retrouvent avec des ligaments croisés rompus? Est-ce que ça vient des chaussures? Est-ce que c'est que le jeu est beaucoup plus rugueux? Est-ce qu'on a des problématiques liées aux pelouses qui sont peut-être un petit peu trop agrippantes pour les articulations et bloquantes parfois? Comment tu perçois ces blessures de plus en plus nombreuses, je trouve? Alors, pour reprendre sur la fin de ta question, sur les blessures de plus en plus nombreuses actuellement, il n'y en a pas spécialement plus sur le ligament croisé antérieur. Par contre, on en a beaucoup plus sur les lésions musculaires, c'est évident, dans le sens où aujourd'hui, quels que soient les sports, ils se pratiquent à une intensité de plus en plus élevée quand on compare à quelques dizaines d'années de cela. Donc déjà l'intensité est pourvoyeur de blessures, et puis il y a aussi le rythme de ces intensités, c'est-à-dire que ça joue de plus en plus souvent, et malheureusement vraiment de plus en plus souvent sur des périodes de plus en plus longues, et que ça c'est avant toute chose le principal risque de blessure. Ça c'est certain, et qu'aujourd'hui la blessure, quelle qu'elle soit, elle est liée avant toute chose à une dérégulation un peu de la charge de travail, où l'athlète n'a sûrement pas le temps de pouvoir se régénérer complètement pour pouvoir repratiquer derrière. Et une fois que le corps est un peu en dette, il s'expose un peu plus à la blessure. Ça, aujourd'hui, on a assez de données pour se rendre compte que ça, c'est notre principale chose qui nous embête aujourd'hui réellement.
Il y a eu certaines études qui ont été faites dans le football, par exemple, comme quoi tous les 3 jours, d'un point de vue performance, c'était réalisable, puisqu'on pouvait récupérer ses capacités de performance pour jouer tous les 3 jours. En revanche, le fait de faire jouer tous les 3 jours, on augmentait sensiblement le risque de blessure. Donc ça, aujourd'hui, la performance, elle est là, ce qui convient à tout le monde. Par contre, l'augmentation de blessure, elle est là aussi, et ça nous convient pas, malheureusement. Est-ce qu'en tant que kiné, tu as ton mot à dire si tu vois un joueur qui arrive fatigué après un match, après un entraînement, de peut-être le préserver et de pas le mettre, même si le joueur, on le sait, c'est toujours la question, est-ce qu'il faut faire jouer l'intégralité des matchs à des joueurs de foot professionnels sur ces derniers matchs-là de qualification à l'Euro qui étaient peut-être pas forcément tous, on va dire, du même calibre que ce que l'on peut rencontrer en phase finale. Est-ce qu'il y a un moyen de les préserver et de limiter justement cette dérégulation et cette augmentation de la charge d'entraînement et en match? Aujourd'hui, il y a où que ce soit, il y a des staffs, et c'est en concertation que tout cela se fait, que ça soit avec la cellule performance, avec la cellule prépa physique, avec la cellule médicale, avec la cellule technique, où chacun apporte son avis et une décision finale intervient, avec les aléas que sont la compétition, l'importance des compétitions, le côté contractuel avec les clubs, tout ça, ça complique un peu les choses. Mais non, il y a une concertation qui se fait pour arriver à prendre la meilleure décision. Maintenant, il y a le contexte qui joue aussi beaucoup. Donc, tu vas être encore bien occupé sur cette année 2024 avec un Euro à préparer et des sportifs à bichonner. Ah, il faut, parce que ça conditionne quand même pas mal de choses. Et ça, malheureusement, on n'a pas la main mise sur tout, hein. On le voit avant de partir au Qatar, on a eu dans chaque club respectif beaucoup de blessures avant la Coupe du Monde, ce qui fait qu'on est parti avec des joueurs qui étaient peut-être potentiellement prévus au départ et qui sont pas venus avec nous. Mais ça fait partie du truc. Donc jusqu'au dernier moment, on peut pas connaître de manière exacte. Le sélectionneur peut sûrement partir sur une liste qu'il n'aura pas obligatoirement à la fin, étant donné qu'il y aura des blessures inhérentes dans les clubs respectifs. Donc ça, c'est une donnée dont il faut tenir compte. Et puis après, une fois qu'on les a nous en main pendant la compétition, c'est à nous de faire en sorte de les bichonner, comme tu disais, au mieux, pour faire en sorte qu'ils se blessent pas. On a quand même des choses. Si on prend l'exemple de 2018, sur le dernier carré de la compétition, les 4 nations qui étaient dans le dernier carré étaient les nations qui avaient le moins de taux de blessure. Donc ça a quand même une incidence, ça a quand même une incidence sur le résultat sportif. Donc à nous d'être performants sur ce domaine-là. Moi, je voulais aborder, Alexandre, avec toi aujourd'hui une problématique que tu maîtrises, à savoir le genou. Est-ce que cette articulation fait bon ménage avec une pratique de la course à pied? Je me réfère à mon médecin généraliste qui, au regard de quelques douleurs autour du genou, m'a dit tout simplement, Monsieur Martin, va falloir arrêter la course à pied parce que c'est mauvais pour vos articulations et c'est mauvais pour votre genou. Je te lance la question. On va peut-être pas y répondre tout de suite, mais déjà à chaud, qu'est-ce que tu pourrais en dire? Alors là, je pourrais t'en parler pendant des heures, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a certaines croyances, malheureusement, comme quoi la course à pied n'est pas bonne pour les articulations. Et je serais tenté de répondre de manière très courte à cela. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, sous réserve qu'il faut s'adapter au contexte de la personne. Si elle revient d'une blessure, si elle débute la course à pied, mais le principal frein qu'on pourra avoir, c'est une personne qui commence ou qui recommence la course à pied trop vite, trop fort, et qui laisse pas le temps à son corps de s'adapter. Mais la course à pied, c'est quelque chose c'est un sport qui s'effectue dans la grande majorité dans l'axe, et on sait que niveau articulaire, en l'occurrence pour le cartilage, c'est quelque chose de très très bon. De très très bon. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'études qui se sont portées sur le sujet, qui ont comparé des populations sédentaires à des coureurs de très très haut niveau versus des coureurs on va dire lambda comme moi, mais qui pratiquent de manière régulière. Et ces personnes-là, ce groupe-là, ont des cartilages de bien meilleure qualité que des coureurs sédentaires ou que des coureurs de très très haut niveau. Très très haut niveau, logique, ils utilisent leur corps à des fins professionnelles, donc ils le surexploitent, on va dire. Donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, ils se dégradent.
Mais le sédentaire qui fait rien, lui, son cartilage, on va pas dire qu'il se dégrade, mais qu'il s'adapte pas. Il devient pas plus résistant, plus fort. Alors que le coureur régulier, lui, il est beaucoup plus de bien meilleure qualité. Donc oui, la course à pied est très très bonne pour les articulations, sous réserve de la débuter et si possible d'être accompagné d'un professionnel qui va justement bien pouvoir cadrer les choses et que ça se fasse de manière progressive. Et si ça se fait bien de manière progressive, au final, tu auras un bien meilleur cartilage dans tes vieux jours que si tu ne le pratiques pas. Donc oui, la course à pied, allez-y, mais faites-vous conseiller par des professionnels. Et arrêtons de véhiculer ce message comme quoi si on a un tout début d'arthrose, ce qu'on a la plupart, moi à mon âge j'approche les 50 ans, c'est sûr si je passe une image, j'ai sûrement des traces d'arthrose. Et alors, ça m'empêche pas de courir 50, 60 km semaine sans avoir aucune douleur. Donc faut arrêter ça, au contraire, il faut y aller, mais il faut être bien conseillé. Alors ça, c'était la question de quelques auditeurs. Est-ce que l'on peut courir en ayant un petit peu d'arthrose et est-ce que la course va accentuer et majorer cette apparition de l'arthrose ? Même chose, ça dépend de la quantification. On va dire que l'arthrose, tout à l'heure quand je parlais du cartilage, l'arthrose c'est quoi ? C'est une zone de l'articulation où le cartilage est dégradé. C'est clair que la course à pied va pas régénérer du cartilage sur la zone dégradée, ça c'est certain. Par contre, la course à pied, elle va bonifier le cartilage restant. Et le fait de bonifier ce cartilage restant va amener une articulation beaucoup plus tolérante. Et c'est ça ce qui est important. Alors que si on a déjà une petite zone qui est dégradée et qu'on laisse faire, eh bien cette zone va s'étendre et va rendre un genou ou une articulation de moins en moins fonctionnelle, voire de plus en plus algique. Et ça, là, on rentre dans une problématique qui va être très très embêtante pour la suite. Donc c'est pas parce qu'on a une petite tache arthrosique sur l'articulation qu'il faut arrêter la course à pied. Au contraire, allons-y. Certes, or peut-être que vous pourrez pas aller courir un ultra trail, mais vous pourrez courir. Après, ça c'est propre à chacun. Il y a quand même des facteurs génétiques, il y a quand même des facteurs, héréditaires. Il y a des facteurs aussi qui sont liés au sport qu'on a pu pratiquer avant, à tout un tas de capacités d'adaptation aussi, environnement biopsychosocial qui vont aussi interférer dans tout cela. Mais vous pourrez faire plus que ce que vous faites actuellement, ça c'est certain. Alors moi j'avais une question par rapport au revêtement, Alexandre. Est-ce que le bitume sera plus traumatique qu'un chemin ou qu'un tapis de course ? J'aurais tendance à te dire que non. Tout à l'heure, ça me fait rebondir sur la question tout à l'heure que tu me posais sur les ligaments croisés, en l'occurrence sur le fait que les terrains synthétiques ou les pelouses avaient une action sur cela. On a pu y croire à un moment donné que le gazon synthétique était plus pourvoyeur de blessures. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que non. Les jeunes générations qui ont débuté sur synthétique et qui jouent toujours sur synthétique ont pas plus de blessures que les générations avant qui jouaient tous sur gazon. Le principal risque, c'est le changement de surface quand on n'est pas habitué. Et ça vaut de même pour la course à pied. Si tu cours sur du dur tout le temps, de manière bien progressive, de manière bien adaptée, avec un entraînement bien quantifié, t'auras pas plus de blessures. Par contre, si tu passes d'une surface, qu'elle soit dure ou molle, à l'inverse, et que tu le fais de manière radicale en conservant ton volume de course, là, tu risques de t'exposer, effectivement. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise surface. Elles sont toutes plus ou moins bonnes, sous réserve qu'on transite de manière progressive d'une à l'autre. Et l'idéal, c'est de pouvoir de varier le plus possible pour être adapté à toutes les situations. Est-ce que tu as en tête d'autres croyances, d'autres mythes autour de ces relations un petit peu piquantes entre la course à pied et notre articulation qui est le genou ? La principale, tu l'as citée tout à l'heure, c'est celle-là. À partir du moment où tu as un problème articulaire, il faut arrêter la course à pied parce que c'est traumatique, c'est des chocs, c'est traumatique. C'est ça la principale croyance qu'il faut vraiment s'enlever. Et malheureusement, je te dis, aujourd'hui, elle est trop véhiculée, que ce soit par les chirurgiens, par les médecins. Et ça c'est un gros problème. Aujourd'hui, c'est un gros fléau. Donc la plupart des gens se tournent vers le vélo, vers la natation. Bon, c'est bien, ils vont s'adapter à ça, mais leur articulation, ils vont, ça serait une articulation adaptée à la pratique, au vélo, mais c'est pas une articulation qui pourra potentiellement être améliorée et qui devrait l'être par la course. Donc ça, c'est cette principale croyance. Problème articulaire, arrêt de la course à pied, ça c'est pas vrai. On n'a pas le droit de dire ça. Après, ça veut pas dire qu'il faut faire courir tout le monde, mais que en adaptant au contexte, c'est possible. Mais là, il faut être bien conseillé. C'est toujours la même problématique. Il faut être conseillé par des gens qui
qui maîtrisent le domaine et qui vont apporter les bonnes petites touches au bon moment pour que ça se passe le mieux possible. Parce que malheureusement, il y a trop de retours aussi, et c'est ce qui entretient un peu cette croyance, c'est-à-dire que des gens qui ont des souffrances articulaires, à qui on va reprendre à courir et à qui on va faire reprendre la course malheureusement trop vite, qu'est-ce qui va se passer? L'articulation va subir un peu tout ça, elle va réagir, et puis ça va faire que conforter les retours des médecins, des chirurgiens ou de toute personne, tout coach qui va dire oui, je vous l'avais dit, il fallait pas courir, l'articulation, vous avez vu, elle a réagi, et c'est ça le problème. Tu parlais du croisé, tu en as eu un. Le croisé, le jour où on autorise à courir, va courir 30 minutes après sur ta reprise, c'est sûr ça va mal se passer. Et si on en tire une conclusion comme quoi la course à pied c'est pas bon, oui, c'est sûr, bravo, on a gagné. Alors que non, si on reprend progressivement, ça se passe très très bien. Mais c'est là où il faut mettre le bon curseur au bon endroit. Alors je touche du bois parce que depuis l'année 2003 où j'ai été opéré, j'ai jamais vraiment connu de blessure au niveau de ce genou. Par contre, toi, j'ai pas retrouvé en extension la même amplitude. Est-ce que c'est que la rééducation n'a pas été totale? Si je me mets, toi, debout, les genoux tendus, le genou gauche qui a été opéré passe un petit peu devant ce genou droit. Ils sont pas dans le même alignement. Comment tu peux expliquer cela? Il y a pas mal de choses qui peuvent aller dans le sens où qu'on récupère pas une extension complète. Déjà, faut bien garder à l'esprit qu'à partir du moment où on se fait opérer, si on est dans l'esprit de retrouver le même genou qu'avant, c'est pas possible. Vous avez vu, on a eu une rupture, donc au bout d'un moment, il y a quelque chose qui était notre ligament qui s'est cassé, on le reconstruit, c'est plus le même. Donc, s'en rapprocher, oui, avoir le même tout comme avant, c'est pas possible. Ça, c'est déjà le premier point. Et c'est là où la rééducation, la chirurgie, plus la rééducation, qui va faire en sorte qu'on ait une récupération qui tende vers le 100%, vers le 99,99. Et il y a plein de petites choses dans notre prise en charge qui va influer tout cela. Et là-dessus, là c'est pareil, je pourrais t'en parler pendant des heures parce que moi je me suis de plus en plus penché sur le sujet. On va dire que le ligament croisé avec les lésions musculaires, la course à pied, le football, c'est vraiment mon dada aujourd'hui. On a cette chance aujourd'hui nous d'avoir à la sauvegarde à Lyon, là où j'exerce, créé un centre où on teste tous les ligaments croisés opérés par les chirurgiens, avec la présence d'un chercheur PhD qui est Benoît Perrault de Fontenay, qui intervient avec nous aussi à la clinique du coureur. Et on a créé cette structure recherche et test, et on voit aujourd'hui beaucoup de choses dans le suivi des croisés. Beaucoup de choses qui expliquent le fait que la plupart des personnes ne reviennent pas à leur niveau antérieur. Et je pense que c'est vraiment inhérent à nos prises en charge en rééducation. Aujourd'hui, on n'est pas encore assez performant pour pouvoir avoir une récupération optimale. Et tu parles de l'extension. L'extension, il y a deux possibilités qui peuvent faire qu'on récupère pas. La première, c'est la chirurgie, où le chirurgien peut, pour stabiliser un peu plus le genou, peut mettre un peu plus de tension sur le ligament croisé antérieur et priver un peu l'articulation d'extension pour, entre guillemets, protéger le plan ligamentaire. Et puis il y en a une deuxième, et c'est celle qu'on constate le plus aujourd'hui, c'est qu'en gros l'extension de base après la chirurgie, on se doit et on est en mesure de pouvoir la récupérer. Mais après, ça va être à nous en rééducation de bien activer le quadriceps pour la récupérer. Et malheureusement, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est pas assez travaillé ou poussé à bout. Et ce qui fait que quand on n'y va pas un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, 4 semaines, 2 mois, 3 mois, eh bien on se prive de cette extension complète. Et ça a des incidences sur la suite, et des grosses incidences sur la suite. Moi, ce qui m'avait surpris, Alexandre, c'est en post-opératoire, quelques semaines, voire même quelques jours seulement après, c'est la fonte musculaire. Étant alité, mon pied gauche était mon pied de frappe et j'ai drastiquement réduit la circonférence de ce quadriceps qui n'était même plus au niveau de la jambe droite. Donc ça m'avait impressionné. Au bout de combien de temps cette perte musculaire va s'opérer ? Et derrière, comment on peut récupérer toute cette force, tout ce volume, entre guillemets, au niveau du muscle? Déjà, alors là-dessus, il y a des choses très très importantes. Et aujourd'hui, on fait pas mal d'études sur le sujet. Déjà, il faut bien comprendre une chose, c'est que ça commence pas à la date de chirurgie. Il faut tenir compte de la date de la blessure. Et que dès la blessure effectuée, obligatoirement, déjà la fonction sera diminuée. Et cette fonction diminuée, c'est de là que commence la perte musculaire.
Donc si pendant X semaines tu n'actives pas ton quadriceps correctement, bah chaque jour tu perds. Tu as certaines études en post-opératoire immédiat qui parlent de 3 à 4% de perte de force musculaire par jour. C'est une descente abyssale, c'est un truc de fou. Donc ce qui veut donc dire que la place de la rééducation préopératoire est capitale. Et il vaut mieux se laisser un peu de temps avant l'opération pour faire en sorte d'entretenir ce qu'on avait, le capital départ du quadriceps, voire potentiellement l'améliorer un tout petit peu, pour avoir déjà des meilleures bases au moment de l'opération. Et puis une fois l'opération effectuée, utiliser toutes les techniques qui permettent, on va pas dire de gagner, parce que j'aime pas ce terme, mais de moins perdre en tout cas, car on sait qu'après c'est un long chemin de croix pour récupérer ces capacités musculaires, si elles sont récupérées. Et aujourd'hui, nous, nos datas sont malheureusement pas bonnes, dans le sens où à 6 mois, 9 mois, on a aussi des 90-95% de personnes qui n'ont pas récupéré leur potentiel qu'ils devaient avoir au final. Donc ça a des répercussions pour toute ta vie derrière, quoi. Donc ça implique que avant l'opération, il faut faire une bonne rééducation pour récupérer un max. Et puis après l'opération, il faut aller vraiment au bout des choses pour récupérer. Et on peut tout récupérer. C'est pas un problème. Mais il faut prendre le temps. Mais il faut pas prendre que le temps. Il faut prendre le temps et mettre les bons outils au bon moment pour récupérer cette force-là. Et si on fait bien les choses, aujourd'hui, il n'y a aucun problème pour récupérer cette fonction musculaire. En termes de force, d'endurance, de puissance, il n'y a aucun souci. Mais il faut commencer très tôt. Et ça prend beaucoup de temps. J'ai le cas d'un invité, Kevin, qui a basculé également du football vers le marathon. Il a eu une rupture des ligaments croisés. Par contre, il a fait le choix de ne pas se faire opérer. Comment on peut compenser, avec un ligament croisé arraché, cette instabilité potentielle du genou? Est-ce que ça passe par un volume musculaire, un renforcement des quadriceps, des ischios pour maintenir la stabilité? Est-ce que c'est possible sur le long terme? Oui. Aujourd'hui, il y a pas mal d'études surtout faites dans les pays scandinaves, que nous on est en train de reprendre actuellement au centre sur le choix de l'opération ou pas. Et en fait, c'est pas parce que tu te fais une rupture du ligament croisé antérieur que tu dois te faire opérer. Il y a tout un tas de critères qui vont influencer le fait que potentiellement, il est préférable que tu te fasses opérer ou pas. En l'occurrence, il y a déjà le type de sport que tu pratiques. Si c'est un sport pivot contact, si c'est un sport pivot, si c'est un sport dans l'axe, c'est clair que si c'est un sport pivot contact, le curseur il ira un peu plus vers l'opération. Si c'est un sport dans l'axe comme la course à pied, il ira un peu moins vers l'opération, voire même vers la non-opération. Et puis après, est-ce qu'il y a des lésions associées? Est-ce qu'il y a des lésions méniscales associées? Si tu as des lésions méniscales, effectivement, ça va tendre un peu plus vers l'opération. S'il y en a pas, ça va t'écarter un peu. Et puis, il y a aussi surtout l'atteinte de ta fonction. Est-ce que suite à ta rupture, dans la vie de tous les jours, tu as des instabilités? Et il est clair, c'est des instabilités, même avec tes capacités musculaires, c'est que l'association stabilité liée à la fonction musculaire plus la stabilité liée à la fonction ligamentaire, la perte d'un ligament peut engendrer une instabilité fonctionnelle au quotidien. Si c'est le cas, ça oriente un peu ce curseur vers l'opération. Et à l'inverse, si tu souffres pas d'instabilité fonctionnelle au quotidien, renforce, fais la rééducation, puis pousse le curseur étape par étape pour voir jusqu'où on pousse. Là, j'ai l'exemple d'un pote là qui s'est fait une rupture au foot. On a pris la décision de tenter la non-chirurgie. Et aujourd'hui, tu vois, on franchit les paliers les uns après les autres. Aujourd'hui, on en est aux courses avec changement de direction, freinage, saut. Ça se passe très bien. Je suis incapable de lui assurer à 100% qu'il pourra rejouer au football sans son ligament croisé antérieur, mais pour l'instant, tout porte à croire qu'on va peut-être pouvoir potentiellement y arriver. Et peut-être que sur son premier match, il aurait une instabilité, mais on se doit de le tenter. Après, il y a quand même un autre curseur qu'il faut aussi tenir compte, qui est très important dans le choix décisionnel, c'est le niveau de pratique sportive. Il est clair que si tu pratiques le sport à un niveau national, international, sur un sport de pivot contact, là, le curseur, il s'oriente très, très fort vers l'opération. Par contre, si c'est un sport qui est de niveau régional, voire plus bas, laissons-nous le temps et la possibilité de ne pas se faire opérer. Donc aujourd'hui, oui, l'opération n'est pas obligatoire. Déjà, il y a une rééducation préopératoire de 2 à 3 mois pour récupérer toute la fonction musculaire, puis voir les réactions du genou au quotidien. Et de là, il y a une décision qui est prise avec le chirurgien de dire
on n'arrivera pas comme ça, il faut qu'on opère ou on se laisse la possibilité. Mais franchement, pour voir beaucoup de personnes qui se font opérer aujourd'hui pour une simple pratique du ski une semaine par an ou pour une simple pratique associée de la course à pied, moi, le conseil que je leur donnerais, faites une bonne rééducation. La course, moi, j'ai jamais vu quelqu'un se péter un ligament croisé antérieur en courant, sauf sur un trail nocturne où il y avait un problème sur sa frontale. Voilà, on se pète pas un ligament croisé en course à pied, donc le ligament en lui-même est très peu mis à mal en course à pied. Donc s'il est pas là, ça change, ça doit, enfin du moins ça peut ne pas changer sa fonction et donc du coup pas besoin d'opération. Je rebondis sur le ski, Alexandre. C'est peut-être un manque de préparation. Si l'on voit autant de personnes se blesser sur les pistes chaque année, c'est qu'on sort les skis de la voiture à peine descendu de X heures de voiture, on fonce sur les pistes, ce qui arrive doit arriver, c'est-à-dire que un ski part, le genou craque et c'est parti pour un long chemin de croix avec ce ligament croisé. Si les personnes avaient peut-être fait un travail en amont pour se préparer en faisant du renforcement un petit peu sur les semaines qui précèdent, il y aurait peut-être un petit peu moins de blessures, non ? Là, tu me fais une passe décisive parce que tu vois, toi cet après-midi, je vais préparer une présentation parce que j'interviens. On fait un gros congrès avec la clinique de la sauvegarde sur lequel j'interviens, et la semaine prochaine, on fait un congrès sur ça. Et moi, j'interviens justement sur la préparation au ski et les potentielles blessures. Mais effectivement, tu as raison. La problématique des ruptures du ligament croisé antérieur ou de toute blessure inhérente au genou ou ailleurs, elle est liée à un principal facteur. C'est que déjà, tu pars skier, tu skis pas tout le reste de l'année, donc déjà, t'es pas adapté à l'environnement, premièrement. Deuxième chose, tu fais pas ou peu de sport le reste de l'année, et puis pendant une semaine, tu vas faire du sport pendant 7 heures tous les jours. Donc ça, c'est quand même un élément aussi important, par manque de préparation. Donc un conseil, si vous faites peu ou pas de sport avant de partir au ski, préparez-vous un minimum quelques semaines avant afin d'avoir une fonction musculaire qui soit un minimum adapté à ce à quoi vous allez vous confronter. Et puis après il y a le contexte aussi, l'altitude, et puis le fait que quand on est au ski, niveau diététique, c'est pas obligatoirement le plus adapté, hein, entre la raclette, entre la tartiflette, le petit vin chaud, enfin tout un tas de petites choses qui viennent se surajouter et qui vont à l'encontre d'une bonne récupération. Donc d'une part, vous n'êtes pas prêt. Et d'autre part, vous n'avez pas ce qu'il faut pour bien optimiser votre récupération. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au bout, généralement, c'est dans les 2 premiers jours que tu pètes. Parce que, effectivement, comme tu le disais aussi, c'est qu'on fait un long voyage, on est fatigué, on se laisse pas le temps de récupérer parce que, on est là et on veut optimiser au maximum et faire du ski. Sauf que, le ski, au bout de 2 jours, il est réglé, quoi. T'as une attelle et puis tu rentres chez toi et puis t'es parti pour 9 mois de rééducation. Donc, je pense que si on sensibilisait, ce qui est déjà le cas, hein, sensibiliser un peu plus les gens à cela, on aurait beaucoup moins de blessures, c'est certain. Comment, Alexandre, on peut trouver un bon professionnel? Ça, c'est la question de Manu, et il la pose, cette question, pour un copain, mais je pense que c'est pour lui, en fait. Il n'a pas osé se démasquer. Victime de quelques petites douleurs au genou, vers qui on peut se tourner pour avoir quelqu'un qui a une expertise et ne pas, passer par ce long chemin médical où on est en errance à droite et à gauche sans vraiment mettre le doigt sur la bonne pathologie et la bonne prise en charge? Ça, c'est une question qui est pas facile. Moi, ce que je dis toujours, c'est que quand tu veux avoir le meilleur par rapport à ta problématique, c'est de s'orienter vers des spécialistes du domaine et des personnes qui voient ça du matin au soir. Moi, il m'arrive parfois, je sais pas si c'est par rapport à mon statut actuel, mais que des personnes viennent me voir parce qu'ils veulent voir le kiné de l'équipe de France et qui ont une pathologie lombaire ou cervicale ou du membre supérieur. Et personnellement, je les coupe de suite en leur expliquant bien que c'est pas un domaine que je maîtrise. Oui, j'ai une formation de base, mais clairement, je maîtrise pas. Je maîtrise pas parce que je m'y intéresse pas, puis je maîtrise pas parce que j'en vois pas du matin au soir. Et donc, je m'estime pas être spécialiste. Donc, je préfère leur demander, s'ils sont d'accord, que je les oriente vers quelqu'un qui fait ça du matin au soir. Donc déjà, c'est peut-être que chacun, les uns les autres, qu'on sache les domaines dans lesquels on essaie d'être bon, mais surtout savoir ceux dans lesquels on ne l'est pas. Et si on ne l'est pas, d'avoir l'honnêteté de le dire et d'orienter vers les personnes plus compétentes. Et ça, je pense que ça, déjà, c'est un réel problème. Et puis après, si ça concerne la course à pied, c'est simple, aller voir des professionnels qui sont formés à la course à pied.
Et pour ça, allez voir, hein, vous avez sur le site de la clinique du coureur, vous avez tous les praticiens qui sont amenés à être formés et à avoir les meilleures recommandations. Donc déjà, vous aurez un spécialiste. Et puis pour d'autres pathologies, si vous prenez le ligament croisé antérieur, moi je dis toujours, à un moment donné, si dans le cabinet dans lequel tu vas, tu vois pas de personnes qui ont un ligament croisé antérieur, ça veut pas dire que ton kiné il est pas à même de pouvoir te prendre en charge, loin de là, mais que à niveau de compétence égale, il a sûrement une expérience qui est moins poussée qu'une personne qu'on voit du matin au soir. Donc, si tu te fais opérer du ligament croisé antérieur et que dans le cabinet dans lequel tu vas, il y a plein de ligaments croisés antérieurs, déjà, c'est un bon gage de bonne prise en charge. Et puis, autre point, si dans le cabinet, il n'y a pas de matériel de musculation, parce qu'à un moment donné, il va falloir faire du muscle, et qu'il n'y en a pas, eh bien, ça, c'est pas une faute au kiné en termes d'expérience et de compétences. Et il a le droit de pas avoir de matériel, parce que ça a quand même un coût. Par contre, il a le droit, et je dirais même l'obligation, de faire un programme de renforcement et que celui-ci soit fait en salle de musculation ou ailleurs, mais qu'il soit fait. Parce que s'il est pas fait, obligatoirement, le job sera pas fait. Donc c'est vrai que pour un patient, c'est pas facile tout ça de pouvoir trouver. La course à pied, c'est simple, hein, site de la clinique du coureur. Mais après, toutes les autres pathologies, c'est du bouche à oreille. Et je serais tenté de te dire, nous, kinés, après les uns les autres, on devrait se rendre service en sachant orienter vers des collègues qui sont plus spécialisés, avoir l'humilité de se dire, je suis pas bon, mais quoi qu'il en soit, j'ai fait mon job parce que j'ai rendu service à mon patient en l'adressant vers quelqu'un qui est plus compétent, enfin qui est plus expérimenté du moins. Est-ce que l'on pourrait remettre un petit peu la place de ce genou dans la biomécanique du coureur à pied? Quel est le rôle de ce genou dans notre foulée, dans notre impulsion, dans la maîtrise du geste qui est la pratique de la course à pied? Son rôle déjà, c'est une articulation intermédiaire au niveau du membre inférieur. Hein, c'est celle qui fait le lien entre le pied qui est le premier contact avec le sol et la hanche. C'est une articulation qui est très instable par définition. Mais à côté de ça, on n'a pas besoin de beaucoup de stabilité en course à pied, donc c'est pas un réel problème. Elle est surtout là pour encaisser les chocs générés par la pose du pied au sol, surtout sur ça. Après, il n'y a pas besoin je dirais que niveau biomécanique, il n'y a pas besoin on a toujours des croyances sur le fait que le genou doit faire ci, doit faire ça, doit pas partir à l'intérieur, doit pas partir à l'extérieur, enfin toutes ces croyances aussi. Et on se rend compte qu'en fait, on s'en fiche, que on reste toujours dans la règle de l'adaptation et que ton genou part dans un sens ou dans un autre, il y a pas de bonne ou de mauvaise course à pied en termes de technique, je voudrais te dire, mais il y a surtout une règle qui est celle de l'adaptation du tissu, et que si tu le confonds de manière progressive et régulière, que ton corps sera adapté et tu resteras tout autant efficace et protecteur. Donc voilà, au niveau biomécanique, il n'y a pas de choses particulières à dire. En revanche, être progressif pour favoriser une bonne adaptation, ça me paraît vraiment capital. Alors tu évoques le fait que ce soit une articulation charnière, un petit peu intermédiaire. Ça veut dire que s'il y a un problème au genou, on va aller regarder ce qui se passe plus haut ou plus bas. On est dans ce constat-là. On se doit de regarder, bien évidemment, mais les études et l'expérience nous font dire que, avant toute chose, la première chose qu'on doit avoir, que ce soit une pathologie au niveau du genou, la première chose qu'il faut regarder, c'est ce qu'on appelle nous identifier un changement. Et ce changement, dans la grande majorité des cas, il est lié à l'entraînement. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont passer de la course à pied sur route, qui vont se mettre à faire du trail, où effectivement les contraintes au niveau articulaire sont pas du tout les mêmes. Ils pratiquent la course à pied, mais les contraintes sur l'articulation ne sont pas les mêmes. Et ces contraintes-là, si elles sont amenées encore une fois trop vite, trop fortes, on expose le tissu à ses limites. Et la limite, elle va s'exprimer par la blessure. Alors, souffrance cartilagineuse, souffrance tendineuse, souffrance méniscale. Mais il y a une souffrance par du trop vite, trop fort. Donc nous, notre principale priorité quand on a un coureur à pied qui souffre d'un genou, moi je vais pas tout de suite me pencher à savoir ce qui se passe au niveau de la cheville et de sa hanche. Je vais tout de suite essayer d'identifier une problématique, une erreur d'entraînement. Et je te dis, un bon 80, l'expérience clinique me fait dire qu'un bon 80-90% est lié à ça. Donc déjà, si tu solutionnes pas ça, tu pourras t'intéresser à la hanche et la cheville. Je pense que là, tu t'intéresses sur des parties infimes de la problématique.
Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, hein. C'est pas ce que je dis là, hein, mais déjà j'identifie le problème qui est souvent lié à une erreur de charge, et après je vais voir effectivement ce qui se passe au niveau de la hanche et de la cheville, bien évidemment. Est-ce que tu es en mesure de lister les grandes blessures, alors du coureur à pied? Qu'est-ce que l'on voit? Qu'est-ce qui ressort comme grande blessure et grande douleur chez nos compatriotes coureurs? Douleur fémoro-patellaire, clairement. Alors ce qu'on appelait avant le syndrome fémoro-patellaire, mais la douleur fémoro-patellaire, c'est ce qui survient le plus souvent. Que ce soit chez le coureur débutant ou le coureur confirmé, que ce soit sur le coureur sur route comme chez le trailer, c'est vraiment une pathologie de surcharge. Et ça, c'est ce qu'on rencontre vraiment le plus fréquemment. Alors ça, c'est vraiment le top 1. Quelles en sont les manifestations? Est-ce qu'on peut détailler pour les auditeurs? Ouais, bah, le grand classique, c'est j'ai une douleur face antérieure du genou plutôt diffuse, plutôt profonde. Je peux pas mettre le doigt dessus, c'est plutôt derrière la rotule. Et douleur qui fait mal, surtout quand on met des contraintes dessus, que ce soit en vitesse ou surtout en montée-descente. C'est surtout ça, mais surtout vraiment le contexte, c'est douleur antérieure diffuse, pas localisée. Quand c'est localisé, généralement, ça fait plus penser à un tendon. Là, c'est diffus et en plus de ça, c'est profond. Le patient typique te décrit, ouais, c'est comme si c'était derrière ma rotule. Donc ça, c'est vraiment, ça fait partie des signes majeurs. Après, on peut y associer douleur une fois qu'elle a apparu, monter, descendre d'escalier, le fameux signe du cinéma quand on a mal en position assise. On peut parfois avoir certaines souffrances, parce que ça reste une souffrance articulaire qui peut se manifester par un petit épanchement articulaire avec un petit le fameux signe de la vague là, le stroke test, où on peut avoir un petit épanchement. Ça c'est pareil, c'est un petit signe qui nous fait dire que potentiellement on a vraiment une souffrance au niveau articulaire. Donc ça c'est vraiment les gros signes qui nous font dire là on est face à une douleur fémoro-patellaire. Autre pathologie assez classique, c'est le fameux essuie-glace ou le syndrome de la bandelette iliotibiale. Ça, c'est typique une pathologie de ce qu'on appelle nous de répétition. C'est quelqu'un qui va se mettre à faire de plus en plus de volume et on va avoir un frottement trop important de la bandelette et surtout plus une compression trop importante de la bourse entre la bandelette et le condyle externe. Et cette surcharge de pression au niveau de cette bourse va faire qu'elle va s'irriter et qu'au bout d'un moment, le coureur va être obligé de s'arrêter. Donc ça, on le rencontre chez des gens qui se mettent à vouloir faire beaucoup plus de volume en distance surtout, et aussi chez les personnes qui se mettent au trail, et l'accumulation des descentes va augmenter ces fameuses pressions au niveau de la bourse et vont amener à déclencher cette douleur. C'est typique le trailer qui dit ouais, quand je monte ça va, mais quand je descends, là j'ai trop mal, je suis obligé de m'arrêter. Donc ça, on en rencontre de plus en plus. Ouais. Ça c'est vraiment le top 2 des pathologies du genou chez le coureur à pied. Tout ce qui est méniscal, très peu. Le ménisque, ce sont des choses qui généralement, c'est comme le cartilage qui n'aime pas la compression associée de la rotation. En revanche, ménisque comme cartilage, ça adore la compression. Et ça tombe bien parce que la course à pied, c'est de la répétition de compression. Donc c'est très très bien. Donc il y a très peu de pathologies. Ou alors ce sera des pathologies méniscales liées à une dégénérescence avec le temps, ou liées à d'autres sports antérieurs qui amènent que le ménisque est un peu souffrant et que une surcharge en course à pied peut amener une manifestation. Mais en prime abord, le ménisque est rarement touché en course à pied. Le croisé encore moins. Et après, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? On peut avoir aussi des tendinopathies du tendon rotulien, ça peut arriver. Des ischio-jambiers aussi, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Moi, des tendinopathies de tendon rotulien, j'en vois très 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 peu. Ça, c'est la fémoro-patellaire qui va souffrir avant. Donc voilà, c'est pas tant que ça. Hein. Douleur fémoro-patellaire, essuie-glace, on est déjà pas mal en termes de souffrance au niveau du genou chez le coureur à pied. Après, on peut rencontrer des entorses, des luxations, peut-être plus sur la pratique du trail ou lors de chutes. Là, c'est encore un contexte autre avec des conséquences derrière. Ça sera traumatique. Donc effectivement, oui, ça, on n'est jamais à l'abri de taper dans une souche ou un truc comme ça, et effectivement être amené à faire une torsion au niveau de son genou. Mais là, je dirais que déjà dans le mécanisme lésionnel, on s'attend à avoir une composante ligamentaire, bien évidemment, mais c'est quand même assez rare. Mais ça arrive, hein. Mais ça, c'est quand même plus en trail. Effectivement, avec les petits changements de direction, les variations de surface, on peut être amené à chuter, effectivement, se faire une entorse, qui sera dans la grande majorité des cas une entorse du ligament latéral interne.
pourra potentiellement t'associer le ligament croisé antérieur, mais voilà, ça s'arrête là. Alors, les auditeurs ont posé des questions justement sur ce syndrome fémoro-patellaire. Quand on rencontre ce type de blessure, Alexandre, ou d'essuie-glace, qu'est-ce que l'on va mettre en place? Qu'est-ce que le kiné va pouvoir proposer? Là, on est plus dans la partie traitement avec une blessure qui est déjà installée. Est-ce qu'on continue de pratiquer la course à pied? Est-ce qu'il faut stopper? Quel est le protocole quand quelqu'un vient frapper à la porte de ton cabinet avec une telle blessure? Alors, si on prend la douleur fémoro-patellaire, déjà, pareil, on a quand même pas mal de recul là-dessus. La première des choses, c'est la quantification du stress mécanique. Clairement, il faut quantifier les charges qu'on va appliquer à l'articulation. Elle est en souffrance à partir d'un certain niveau de charge, mais ça ne veut pas dire qu'il faut la mettre au repos complètement, parce que si on la met au repos complètement, on va la décharger. En la déchargeant, on va la rendre moins adaptée, moins fonctionnelle. Donc, c'est d'arriver à trouver le curseur. Et pour ça, c'est de se servir d'une échelle de la douleur. On va pouvoir tolérer une douleur entre 0 et 3, mais ça reste très subjectif. On va dire plutôt de la gêne. Faut pas que ça fasse mal. On peut sentir une gêne sur la face antérieure qui n'évolue pas, qui ne s'aggrave pas. Donc, ça implique que chez certains, la plupart, ils seront pas flambés au fait de ne plus pouvoir courir. Ils pourront, pour la plupart, encore pouvoir courir. Mais après, il faudra adapter la vitesse de course. Parce que plus on va mettre de vitesse, plus on met de charge, donc plus on peut potentiellement augmenter ce niveau de douleur. Donc ça, c'est le premier point. On va dire diminuer la vitesse. Deuxième point, diminuer tout ce qui est dénivelé, parce que à partir du moment où on monte, on descend, et à partir du moment où on descend, on met plus de contraintes. Donc il faudra potentiellement enlever le dénivelé aussi dans un premier temps. Et puis le temps de course qu'il faudra y appliquer, il faudra l'appliquer en fonction justement de cette quantification du stress mécanique. Si au bout de 30-35 minutes, le patient se met à souffrir au niveau du genou, il faudra s'arrêter. Ça sera la ligne rouge du moment. Et au fur et à mesure que le genou s'améliorera, on pourra passer à 35, 40, 45. Ça sera individualisé en fonction de son patient. Il faut surtout pas arrêter de courir. Une chose dont on est certain aujourd'hui, il faut courir moins vite, et plus souvent. Donc au lieu de faire 2 heures le dimanche, va plutôt faire 4 fois 30 minutes dans la semaine, en respectant bien évidemment cette règle de quantification du stress mécanique. Et après, en termes de prise en charge vraiment purement kiné, honnêtement, moi je pense qu'aujourd'hui, on peut s'en sortir en prise en charge qu'en mettant de bonnes modalités de course à pied, pas obligatoirement de soins particuliers dessus. On pourrait y ajouter des petits changements biomécaniques au niveau de la course. Si c'est un patient qui a une cadence cadence c'est le nombre de pas que vous faites par minute. Cette cadence est un peu lente, on pourrait envisager de l'augmenter un tout petit peu. Parce que le fait de l'augmenter, ça va décharger l'articulation du genou. Et en la déchargeant, ça pourrait potentiellement nous permettre de courir un peu plus longtemps. Donc ça peut être un aspect intéressant qu'on pourrait modifier chez son patient. Donc augmenter la cadence. Et puis après, en termes de rééducation pure, on pourrait stimuler un peu le quadriceps. On sait qu'il y a quelques études qui nous disent qu'un déficit du quadriceps, ça peut être justement pourvoyeur de douleurs fémoro-patellaires. Maintenant, le problème, c'est que quand on a le patient, on ne sait pas s'il était déficitaire avant ou s'il est là depuis sa pathologie. Mais le fait de restimuler un peu le quadriceps, ça pourrait être une bonne chose. Maintenant, c'est pareil, à partir du moment où on le stimule, il va falloir trouver le bon curseur en termes de poids, en termes de série, en termes de répétition, pour pas refaire flamber cette articulation-là. Donc ça sera adapté à son patient. Le choix de la charge, le choix des séries et répétitions, il faudra l'adapter en fonction du contexte. Mais rien ne vous empêche de pouvoir venir le solliciter, au contraire, ça peut être une bonne chose. Mais entre solliciter le quadriceps et améliorer et augmenter un peu sa charge en course à pied, moi le choix il est vite fait. Le patient il vient pour courir, moi je réponds à sa demande, il faut qu'il court et un peu plus s'il peut en fonction de son articulation. Si je puis adjoindre les deux, je le fais, mais priorité à la course. À condition que ton patient sache écouter tes recommandations et ne veuille pas à tout prix aller réaliser son marathon dans 15 jours parce qu'il a prévu de le faire ou avoir cet objectif d'ultra dans X semaines alors que tu vas lui indiquer que c'est peut-être pas possible et que pendant une période donnée, il va falloir réduire la charge. Bien évidemment, ça c'est un élément et tu fais bien, c'est important que tu soulignes ça. Moi, je dis toujours que la première séance, voire des fois, ça peut me prendre 2, mais la première, je prends vraiment du temps avec eux. Si je peux les garder 1 heure, je les garde 1 heure.
il faut bien définir les contours de sa prise en charge, que le patient comprenne bien pourquoi il en est arrivé là, et d'arriver à identifier ces fameux problèmes. Bah, toi, tu as mis plus de dénivelé, ça fait que tu as mis plus de contraintes, tu l'as fait trop vite, trop fort, qu'il comprenne bien pourquoi il s'est flambé. Et qu'une fois qu'il a compris ça, bah, déjà, on a fait une grosse partie du travail, et après, ce sera de lui expliquer bah, comment on va s'en sortir en réintégrant les choses progressivement. Et s'il adhère à ça, bah, tu sais que tu es tranquille. Après, le gars, il va se gérer tranquille. Mais de là, après, lui dire bah, combien de temps ça va prendre, ça va dépendre de chaque personne, de pas mal de choses, hein, l'environnement biopsychosocial, son boulot, son activité professionnelle, si elle est très physique ou pas, et puis de ses objectifs. Mais ça, on le verra après au jour le jour, comment il arrive à gérer ça. Mais effectivement, si le patient n'adhère pas à ça, c'est qu'il n'a pas compris ce que tu as cherché à lui expliquer, et auquel cas, ça va être compliqué, parce que c'est une grosse partie de l'amélioration, je dirais même la majeure partie de l'amélioration, tient au patient. S'il n'arrive pas à gérer ce côté douleur qui te dit qu'il est à 1-2 alors qu'il est à 4-5, ben on est en échec thérapeutique clairement, donc on s'en sort pas. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on ait une alliance entre le patient et soi pour pouvoir réussir. Mais il faut mettre les bases dès le départ. Si on ne les met pas dès le départ, on est foutu. Et dans l'espoir que la personne vienne très rapidement et que la chronicité ou que la douleur ne soit pas installée depuis une très longue période. Exactement. Et si c'est le cas, bah, faut lui expliquer, écoute, ça fait des mois et des mois que ça dure, t'as vu comment ça évolue, et que si on change pas les choses aujourd'hui, bah, ça va pas aller en s'améliorant, et que si on veut casser le truc, je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu arrêtes de courir, mais qu'il faut qu'on modifie un peu certaines choses dans la course pour que tu puisses reprendre ce que tu faisais avant, mais que ça va se faire par paliers, et que ces paliers-là, bah, on va les définir, je dirais pas pas loin du jour le jour, et que bah, la hauteur des marches, bah, c'est ça, on n'est pas capable de le prédire à l'avance, on va l'évoluer au fur et à mesure. Mais que si on fait bien les choses, on reviendra au niveau initial. Mais pour ça, bah, il faut qu'on travaille, qu'on œuvre main dans la main, sinon on n'y arrivera pas, ça c'est certain. Pour une prise en charge d'un syndrome de l'essuie-glace ou d'une tendinite, le protocole sera le même. Tu le disais, hein, pas forcément besoin de soins spécifiques en kinésithérapie, mais une alliance et une adaptation du programme. Des séances peut-être très courtes mais répétées, de façon à évaluer semaine après semaine la possibilité du sportif de reprendre une activité vers une normalité. C'est ce à quoi tu tends. Alors, je fais le distinguo quand même entre le syndrome de la bandelette ou l'essuie-glace et les tendinopathies. Si on prend les tendinopathies, par exemple, si je sais pas moi, tu t'avais pas de problème, tu cours ce week-end, tu fais beaucoup plus de dénivelé et puis que tu as une douleur au niveau du tendon rotulien, par exemple, ben écoute, et que je te vois le lundi, ben c'est simple, hein, mon traitement il est très simple. T'as déconné ce week-end. Repose-toi quelques jours, laisse le temps à ton tendon de récupérer la surcharge qu'il a eu ce week-end. Je te donne un programme pour reprendre très progressivement sur quelques jours, et puis c'est reparti. Il n'y a aucune prise en charge particulière, c'est juste t'as déconné, décharge ponctuellement, recharge progressivement, et puis c'est bon, c'est passé. En revanche, si c'est une tendinopathie chronique, quand je dis chronique qui date depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, là, effectivement, tu as déconné il y a très longtemps, tu continues de déconner plus ou moins ces derniers temps, d'entretenir ta problématique. Donc, on va voir comment on aménage ta course à pied. Et puis surtout, en parallèle, là, on y fera vraiment un travail ciblé sur le tendon pour faire en sorte que on modifie un peu sa structure pour qu'il redevienne plus tolérant. Donc là, il y aura effectivement des exercices de renforcement pour rendre le tendon plus tolérant, plus différentes techniques si vous voulez en faire, des ondes de choc ou autres qui permettront de potentialiser un peu plus tout ça. Donc là, il y aura quand même une réelle prise en charge en cabinet. En revanche, le syndrome de la bandelette, honnêtement, de toi à moi, pour moi, ça nécessite pas de soins kinés particuliers. C'est de la... Tu vas le solutionner en partie par des bonnes modalités en course à pied. C'est une pathologie de répétition, donc ça implique qu'il va falloir que tu séquences tes expositions de ta bandelette et de ta bourse à la course. Donc par de l'alternance généralement marche-course, donc tu marches un certain temps, tu cours un certain moment, jusqu'à atteindre la limite du moment, et tu vas faire progresser cela pour arriver après à faire en sorte d'avoir une course qui tende vers une course continue qui était celle de départ.
Ça, généralement, on s'en sort bien. On peut mettre quelques petites modifications biomécaniques, pareil, en augmentant un peu la cadence. On pourrait potentiellement jouer sur la chaussure, mais ça reste vraiment en dernier recours. Et si à un moment donné on passe pas le cap, et ça, moi, je l'explique très souvent à mes patients, si on passe pas le cap en ayant mis toutes ces bonnes modalités, on pourra référer au médecin pour aller passer une échographie, voir plus, et objectiver une bourse qui est trop flambée, par exemple. Et si elle est trop irritée, de pouvoir potentiellement envisager une infiltration. Tout en précisant bien que l'infiltration pour une bourse n'est pas délétère, hein, on soit bien d'accord. Infiltrer un tendon, oui, ça a des conséquences qui peuvent être négatives. Infiltrer une bourse, il n'y a pas d'effet négatif dans cela. Au contraire, on va assécher la bourse, ce qui fait que ça va la rendre avec moins sous pression, donc moins douloureuse, et ça pourrait permettre de passer le cap. Donc on ne fait pas en première intention. Mais si par toutes les modalités de monitoring de la réexposition à la course, on voit qu'à un moment donné, on passe pas le palier ou on a du mal à le passer, on se doit de référer au médecin et on se doit de potentiellement envisager une infiltration. Par rapport aux soins apportés au tendon, est-ce que l'on privilégie le chaud ou le froid quand tu as quelqu'un qui est en crise aiguë, qui vient te voir spontanément après une surcharge, on va dire, d'entraînement? Qu'est-ce que tu conseilles de façon à faire vraiment la mise au clair sur l'utilisation du froid et du chaud par rapport à nos blessures? La première des choses que j'ai déjà conseillé, c'est déjà faire en sorte que mon patient dans la vie de tous les jours, il est pas mal. Donc, avant qu'il glace ou qu'il mette du chaud, c'est déjà faire en sorte que dans sa vie quotidienne, il arrête de venir irriter quelque chose qui est irritable. Donc, déjà, c'est d'identifier tout ce qui peut faire mal dans la vie de tous les jours et de trouver un moyen pour qu'il arrive à le faire sans avoir mal. Parce que moi, je donne toujours cet exemple. Imagine, tu as un hématome et que tous les jours, si tu viens taper dessus, comment veux-tu que ton hématome s'en aille? Comment veux-tu qu'il se draine? C'est pas possible. Donc, à un moment donné, il faut déjà que toi, tu vas l'avoir 1 heure peut-être en soins, mais si pendant 1 heure, tu y fais tout ce qu'il faut pour le soulager, mais que pendant les 23 heures restantes dans sa vie quotidienne, il irrite, tu vas pas y arriver, quoi. Donc déjà, ma principale priorité, c'est, toi, un exemple, je sais pas, moi, il a très très mal en descendant les escaliers. Eh bien, chose rare, je lui dirais, écoute, pour une fois, prends l'ascenseur. Ponctuellement, prends l'ascenseur pour l'instant, arrête de venir lui taper dessus, laisse-le tranquille. Donc déjà, tu auras bien meilleur résultat en faisant ça. Et puis, une fois qu'il va mieux dans sa vie quotidienne, tu en demandes un peu plus, tu le réexposes un peu plus. Après, concernant la question du chaud et du froid, c'est pas mal remis en question tout ça, parce que nous, dans le cursus, on nous apprend tous qu'il faut glacer, glacer et glacer, et puis on le fait tous de manière, pour nous, qui nous paraît logique. C'est ce qu'on nous a appris, donc on le reproduit malheureusement trop souvent, peut-être bêtement. Il y a pas aujourd'hui, les preuves scientifiques ne sont pas fortes dans le fait que la glace est efficace. Mais à l'inverse, elles nous font pas dire que la glace est délétère. Donc utilisez-la si vous avez envie d'utiliser. Et puis la meilleure des réponses, vous l'aurez de votre patient. Est-ce que quand tu l'utilises, ça le soulage? Est-ce que ça lui fait du bien? Est-ce qu'il y croit? Si c'est le cas, faut pas s'en priver. Mais faut pas prendre ça comme l'outil miracle qui va permettre de solutionner son problème. Ça va lui permettre d'aller mieux ponctuellement, sous réserve que ça soit efficace chez lui. Et voilà, le chaud, même chose. Moi, je dis toujours, essaye. Et puis, si le chaud, c'est plus efficace chez toi que le froid, mets du chaud. Mais ça sera une modalité très minime dans mon action thérapeutique. Ça, c'est certain. Est-ce que l'alimentation, Alexandre, a un rôle à jouer dans la récupération, dans le soin apporté à ces tissus que peuvent être les ligaments qui entourent notre genou? Pour répondre de manière large sur l'alimentation, et j'y associerai le sommeil, que ça soit dans la récupération, aujourd'hui, l'alimentation et le sommeil sont les 2 principales sources de récupération. Donc, et ça, c'est capital. On mange 3 fois, certains moins, certains plus. Le sommeil est là avant toute chose pour régénérer d'un point de vue physique et psychique. Et qu'aujourd'hui, c'est une vraie problématique pour notre alimentation, notre équilibre alimentaire, parce que toute personne te dira oui, mais j'ai une alimentation équilibrée. Et savoir constituer une bonne assiette, c'est pas si facile que ça. Il y a plein d'équilibres justement à trouver sur plein de dominantes, ça soit acido-basique ou plein d'autres choses. Et ça c'est clair que ça influe sur la bonne récupération. Et si la récupération est pas bonne, eh bien on sait que ça influe sur les charges. Parce que si tu te mets une charge de travail, mais que derrière ton corps n'est pas à même de pouvoir l'encaisser, tu t'exposes justement à une surcharge et donc à une blessure.
Et je pense qu'il en va de même quand tu es blessé. Si ton environnement est bon, que tu dors bien, que tu manges bien, c'est un terrain qui sera plus propice à une bonne régénération et à une bonne cicatrisation. Donc oui, c'est important. C'est même pour moi capital. Et quand on voit aujourd'hui trop de personnes, et même des sportifs de haut niveau, voire de très haut niveau, qui sont dans le détail, et c'est bien, c'est important d'être dans le détail, parce que c'est les petits pourcents qui font la différence au final. Mais avant de t'attacher aux 1 ou 2% qui peuvent faire la différence, déjà fais en sorte de bien manger, bien dormir. Et ça, malheureusement, c'est pas le cas de tous. Et ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut porter attention. En termes de performance, mais aussi et surtout en termes de récupération et de blessure. Et j'ajouterais l'hydratation également, hein, pour nos tissus tels que les ligaments. Je pense que c'est un facteur, ça rentre dans l'alimentation, mais on peut le préciser également. Ça fait partie du truc. Alors après, pareil, là-dessus, il y a une croyance qu'il faut tout de suite casser, et qui est aussi pas mal véhiculée par le médical, à savoir, t'as une tendinopathie, faut que tu boives beaucoup. Non, non, t'as pas besoin de boire plus que ça. Concernant la course à pied, il y a des consensus qui ont été faits par des experts sur l'hydratation et la course à pied. Et le consensus, il est clair, et ça peut paraître simpliste, mais pourtant, c'est les recommandations des grands experts. Bois quand t'as soif. Avant, pendant, après un effort. Donc, ne bois pas plus que ce que tu dois. Écoute ton corps. Quand il a soif, tu bois, et puis écoute-le, et ça ira très très bien comme ça. Donc, sous réserve que tu écoutes ton corps et que tu boives quand t'as soif. C'est clair que quand il te demande j'ai soif et que tu bois pas et que c'est ça tout le temps, là c'est clair que ça peut sûrement avoir des incidences. Mais faut pas surboire entre guillemets ou surhydrater dans l'idée que je vais améliorer l'état de mon tendon, parce que c'est pas le cas malheureusement. Alors un aspect qu'on n'a pas encore abordé, ce sont les chaussures. Est-ce que pour toi, ces outils que l'on porte aux pieds pour courir ont un impact sur ces blessures au genou, sur les traumatismes que le coureur va pouvoir rencontrer? Oui, clairement. Alors là, tu parles du genou, mais il y a des études qui sont assez claires. Par exemple, si tu as un pied qui est fort, un pied fort, c'est une diminution de risque de blessure au niveau du pied. Ça, c'est clair, c'est clairement identifié. La tendance, elle est plus ou moins la même au niveau du genou et de la hanche. Donc, c'est clair que d'avoir un pied fort, de toute façon, ça sera qu'une bonne chose. Maintenant, la question est de se poser comment avoir un pied fort. Et ça, c'est quand même grandement influencé par ton type de chaussage. Et que plus tu as une chaussure plutôt dite maximaliste, une chaussure plutôt grosse, plutôt peu déformable, plutôt lourde, eh bien ton pied travaille moins. Et comme il travaille moins, il devient moins fort. Donc en devenant moins fort, il devient moins tolérant. Et puis après, ça peut avoir des conséquences sur tout ton membre inférieur. Donc la question, c'est de comment avoir un pied fort. Et des études qui ont été faites sur ça, entre personnes portant des chaussures maximalistes au quotidien, personnes portant des chaussures plutôt minimalistes, personnes marchant pieds nus, personnes faisant des exercices de renforcement du pied, personnes courant avec des chaussures minimalistes type five finger, ultra minimalistes type five finger ou pieds nus. Et on se rend compte que le meilleur renforcement du pied que tu puisses avoir aujourd'hui, c'est courir pieds nus. Attention, je mets un gros attention. C'est utiliser la course à pied pieds nus avec des chaussures minimalistes pour renforcer ton pied. Je suis pas en train de dire qu'il faut que tout le monde court pieds nus, parce que si tout le monde se met à courir pieds nus là, une fois que vous nous aurez écouté, vous allez tous vous faire mal, parce que pareil, il y aura aussi une dosage de cette charge au niveau du pied. Aujourd'hui, moi, je sais que tous les coureurs que je peux suivre aujourd'hui, et que je transfère de plus en plus sur des sports collectifs, c'est que je leur ai intégré de plus en plus, étant donné qu'aujourd'hui le meilleur renforcement du pied se fait par la course pieds nus, moi je vais directement à l'essentiel. Je vais pas faire du renforcement du pied avec différents exercices, perdre mon temps là-dessus, même si c'est efficace, je vais de suite au plus efficace. Ce qui fait que j'intègre pour la plupart de mes athlètes 1 à 2 séances dans la semaine de course d'une petite dizaine de minutes pieds nus, que ça soit en pré-séance ou en post-séance, à vitesse très limitée, tranquille, en five finger ou pieds nus en fonction du temps qu'on peut avoir, et ils vont courir tranquille, mais dans un objectif, et un seul objectif, renforcer le pied. Ils font jamais plus de 10 minutes, mais au départ, ça se fera peut-être de manière progressive, et s'ils l'ont jamais fait, peut-être qu'au départ, on fera 1 minute,
Puis si le pied réagit bien, on fera 2 minutes. Et puis une fois qu'ils arrivent au 10, moi j'ai ce que je veux. Je renforce mon pied. Après, s'ils ont des grosses chaussures, ils mettent leurs grosses chaussures, je m'en fiche. Mais je sais déjà qu'ils ont un pied plus fort. Et qu'un pied plus fort, c'est plutôt une tendance protectrice pour le pied, pour le genou et pour la hanche. Donc pour moi, c'est vraiment un axe de prévention qui est très important. Donc utiliser la chaussure à bon escient pour justement avoir une action de renforcement et donc de protection. J'avais quelques autres questions avant que l'on arrive vers la fin de cet épisode. J'ai Benjamin qui m'indique que quand il court très lentement, il a mal au genou. Par contre, quand il accélère, la douleur disparaît. Comment on pourrait l'expliquer ? C'est difficile. Déjà, il faudrait déjà savoir quelle est la souffrance de son genou, mais une explication qu'on pourrait avoir peut-être liée à la cadence de pas, par exemple. Généralement, la cadence de pas chez un coureur qui n'a pas été éduqué à sa course, la cadence, elle augmente avec la vitesse, et que quand on court lentement, elle est plutôt lente, et qu'une cadence plutôt lente, c'est une cadence qui a tendance à surcharger un peu les articulations. Donc ça pourrait peut-être potentiellement s'expliquer comme cela, c'est-à-dire quand il court lentement, il a une cadence qui est lente, qui surcharge un peu son articulation, et quand il court un peu plus vite, sa cadence est un peu meilleure, ce qui fait qu'il décharge un peu, potentiellement. Autre question, Alexandre, de Jean-Yves, qui fait du trail. Il se demande si c'est une bonne idée de prendre des chaussures montantes ou pas. Et déjà, la question, c'est pourquoi tu prends des chaussures montantes ? Si c'est comme en randonnée où on te met des grosses chaussures montantes pour protéger ta cheville, je pense que ou si tu as eu des problèmes de cheville, d'instabilité de cheville et qu'on te met une chaussure montante pour te protéger, je pense que c'est un bon moyen pour justement te rendre encore plus vulnérable. Donc si c'est dans cette idée-là, non, ne les mets pas, garde des chaussures basses et puis travaille bien ta cheville, tu la rendras plus forte. Après, il faut se poser la question pourquoi les chaussures montantes, mais aujourd'hui, d'un point de vue protecteur au niveau articulaire, ça protège en rien, ça c'est sûr. Et on le voit là dans la tendance au basket par exemple, où on était à une époque où tout le monde mettait des grosses chaussures, les basketteurs mettaient, et aujourd'hui on a une tendance où ça devient sur du 3/4 voire même du bas, parce que on sait que plus tu exposes ta cheville, plus tu la rends forte, et moins tu l'exposes, plus tu la rends vulnérable. Donc non, c'est pas protecteur, ça c'est sûr et certain. Il est possible de faire le transfert sur les genouillères ? Exactement la même chose. Exactement la même chose. Moi, je n'interdis pas à mes patients d'en mettre, s'ils veulent en mettre. Si ça leur fait du bien à la tête, tant mieux. Mais d'un point de vue mécanique, ça changera rien, et d'un point de vue protection, ça changera rien. Donc, ça les rassure peut-être, mais avant ça, il y a tellement d'autres choses à faire que non, ça va avoir un effet extéroceptif. Au niveau de tes sensations, ça va modifier certaines choses, mais sur la stabilité, ça n'influera en rien, ça c'est sûr et certain. Comme les straps, mettons, qu'on peut mettre par exemple sur des entorses. Quand tu vois les contraintes que le genou subit, ton strap, il tient en rien. Donc tu le mets pour d'autres raisons, mais tu le mets pas dans l'objectif de stabiliser une articulation, ça c'est sûr. Alors, Cisco Runner a une question par rapport à une exostose au niveau du genou. Faut-il la retirer ou pas ? C'est bonne question, toi. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu. J'ai eu un patient il y a pas longtemps qui avait une exostose au niveau du genou justement, et qui dans un premier temps n'était pas gênante, mais qui au fil du temps l'est devenue par l'exostose. C'est quoi ? C'est une excroissance osseuse qui vient prendre de la place là où il y en a pas. Et malheureusement, quand elle prend un peu trop de place, elle peut mettre en tension des tissus, en compression des tissus, et c'est ça ce qui peut être amené à générer des douleurs. Donc à partir du moment où il n'y a pas une problématique de charge de travail, que celle-ci n'est pas changée, ou il n'y a pas trop vite, trop fort, et qu'il y a une douleur qui apparaît et qui est de plus en plus présente, et que tout a été fait en amont, effectivement, on peut se poser la question de venir la retirer, ce qui a été fait chez mon patient, et puis là, à partir du moment où on les retirer, on va repartir tout nickel derrière. Donc oui, ça peut, mais sous réserve que ça soit douloureux dans la fonction, et que celle-ci ait au préalable été gérée en termes de quantification de stress et de quantification de charge d'entraînement. Et si on voit que on solutionne pas le problème, oui, ça peut être envisagé de la retirer. Mais comme ça, en première intention, surtout pas, surtout pas. Dernière question de Céline, qui a les genoux qui craquent lorsqu'elle fléchit les genoux en position accroupie. Est-ce qu'il y a un danger à ce craquement ou pas du tout ? C'est une bonne question. C'est des questions qu'on a assez régulièrement, ça. Docteur, j'ai mon genou qui craque quand je fais ça. Oui. Et moi, la première des questions que je pose, est-ce que c'est associé à une douleur ou pas ? Le craquement en soi, il n'est pas signe de gravité ou de quoi que ce soit. Il l'est quand il est associé à une douleur. Donc effectivement, s'il y a douleur, oui, là, il faut y porter attention. Mais si ça craque et qu'il n'y a pas de douleur,
c'est comme ça, et malheureusement on n'a pas de réponse sur le pourquoi du comment ça craque, mais faut rester très basique, très simpliste par rapport à ça. Ça fait pas mal. C'est pas grave, on oublie, on passe à autre chose. Est-ce que tu pourrais, Alexandre, résumer en quelques mots, avec ton œil de kiné, les grandes lignes de notre échange, à savoir tes conseils de prévention pour protéger et préserver nos genoux dans le cadre de la pratique de la course à pied? Premier conseil, que vous débutiez ou que vous couriez depuis un petit moment, entourez-vous d'une équipe experte dans le domaine, que ça soit médecin du sport, que ça soit un coach, que ça soit un kiné, mais des kinés des personnes qui connaissent ce sport et si possible qui le pratiquent. Donc ça, c'est déjà un point important. Que la principale source de blessure, elle est liée du trop vite, trop fort, quel que soit votre niveau. Donc, être entouré de personnes qui vont gérer un peu votre entraînement, ça sera sûrement la meilleure des préventions. Et que si vous êtes blessé, si vous êtes amené à vous blesser, ne laissez pas traîner. Plus c'est pris en charge rapidement, plus ça sera réglé rapidement. Ça, c'est très important. Et que la course à pied en elle-même est bonne pour la santé et voire même très bonne pour les articulations, et en l'occurrence celle au niveau du genou, que vous préserverez votre cartilage et qui sera de bien meilleure qualité sous réserve de pratiquer de manière bien quantifiée, de bien tenir compte du contexte dans lequel vous évoluez. Et je remets encore une couche sur ce contexte biopsychosocial, mais que votre environnement professionnel, que votre environnement familial, que votre environnement même climatique a des incidences sur votre récupération et sur vos potentielles blessures, et que ça, potentiellement, c'est amené à changer un peu tous les jours, et que il faut apprendre à se connaître avec le temps et apprendre à identifier des moments donnés où je suis un peu moins bien, et quand je suis un peu moins bien, il faut que je sache doser, et si je sais doser, je pars du principe que quand on se connaît très très bien, potentiellement on se blesse plus, ou beaucoup moins. Il faut savoir écouter son corps, car la principale source de blessure, c'est la surcharge, et la surcharge, elle vient de l'entraînement, mais elle vient aussi du niveau de récupération qu'on a à côté. C'est un équilibre à avoir, et cet équilibre, il est lié à cette sphère biopsychosociale, et aussi et surtout à l'alimentation et au sommeil. Dormez bien, mangez bien, récupérez bien, et entraînez-vous de manière bien régulière et bien structurée, et tout se passera bien. Je vais te poser la traditionnelle dernière question du podcast À côté de mes pompes. Quand tu es à côté de tes pompes, Alexandre, ça représente quoi pour toi? Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu es dans une activité qui est autre que ta prise en charge des patients, ou que tu es en train de courir sur tes chemins et tes sentiers? Qu'est-ce que j'aime faire? Je t'avouerai franchement, déjà, mon planning fait que j'ai pas beaucoup de temps pour des activités autres que mon boulot. Mais moi, mon échappatoire, c'est la course à pied. Clairement, c'est la course à pied. Et pour ça, la course, c'est un super moyen aussi. Comme je voyage beaucoup, c'est un super moyen de découvrir des villes, des endroits, et que c'est mon échappatoire à moi. Courir. Sans objectif particulier, c'est courir santé pour être en bonne forme, et que le fait d'être en bonne forme physique, ça me permet aussi d'être d'être en bonne forme dans mon activité professionnelle, et que ça, c'est important, parce que les jours où on est un peu plus fatigué, on est moins performant, et que la course à pied me permet de garder au mieux cette performance, et puis de découvrir des endroits extraordinaires par lesquels on ne serait pas passé si on courait pas. Donc c'est mon échappatoire. Ça, c'est sûr et certain. Alors, si c'est pratiqué en minimalisme et sans les chaussures, pour être à côté de ses pompes. Exactement. Oui. En minimaliste, oui. J'ai beaucoup couru en minimaliste. Aujourd'hui, un peu moins, parce que j'essaye beaucoup de basket pour me faire ma propre idée des différentes chaussures. Mais oui, pieds nus, ça m'est arrivé de courir pieds nus, ça m'est arrivé. Mais avec modération. Si les auditeurs veulent te retrouver, avoir peut-être des conseils, par quel biais on peut te contacter, te joindre? J'ai un site internet, alexgermain.fr, ou sinon tout simplement via les réseaux sociaux, Alex Germain Kiné, ça soit Insta, Facebook et LinkedIn. Vous m'envoyez un petit message,
et avec un petit message professionnel. Si vous avez des questions, des choses comme ça, vous mettez-moi pas un roman de 3 pages, mais allez à l'essentiel, et je me ferai un plaisir de vous répondre, car je pense que c'est par l'échange entre confrères qu'on progresse, et moi j'apprends beaucoup de vous, et si je peux vous apporter un peu de mon expérience, ça sera avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas, je vous y répondrai, ça c'est sûr et certain, parce que je prends toujours du temps pour répondre à tout le monde. Et voilà, ne me faites pas un petit message pour me demander des maillots ou des places pour un match. Je vous lis tout de suite. Je prendrai pas le temps de vous répondre là-dessus, ça c'est sûr et certain aussi. Merci Alexandre pour cet échange autour du genou et sur ta pratique, sur tes nombreuses attributions autour de cette santé. Tu prends soin de nos champions, mais également de tes patients. Donc merci de m'avoir accordé du temps dans cet agenda que je sais très serré. Merci à toi, merci de m'avoir accueilli, c'est top. Franchement, continue comme ça, c'est génial. Et au plaisir d'échanger avec toi et vous autres aussi prochainement. J'espère que l'écoute de cet épisode autour du genou ne vous aura pas mis sur les rotules. En tout cas, réécoutez-le puisqu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer des conseils d'Alexandre. Mettez-les en pratique. Et pour ma part, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous! J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire. Ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.